Du désert à l'oasis, madame, monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission qui transforme, qui veut vous transformer, vous édifier. Oui, selon la Bible, vous donner des astuces pour que vous sortiez de votre désert et que vous trouviez l'oasis. Nous sommes là pour un nouveau numéro. Nous parlions lors de la précédente émission de l'héritage national. Héritage national que nous avions défini. Nous avons parlé de plusieurs sujets dans l'héritage national. Nous avons dit que l'héritage national était un don des dieux sur un peuple pour son identification territoriale, mais aussi pour son attachement à son créateur. Ça allait aussi bien au-delà de l'héritage en famille. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler toujours de l'héritage, mais nous parlons de l'héritage universel. Nous allons au-delà de la famille, nous allons au-delà de la nation. Et voilà, aujourd'hui, c'est l'héritage universel. Et pour en parler, nous avons avec nous sur ce plateau, encore aujourd'hui, l'évangéliste Léonard. Évangéliste, bonjour et bienvenue. Comment allez-vous? Oh, très bien, Madame Noëlla. J'espère que vous allez bien aussi. Oui, ça va par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. L'héritage de la part du Seigneur pour toi et moi, c'est sa grâce. Et que un héritage qu'on pense préserver. Hein? Et voilà, aujourd'hui, je l'ai dit, on parle de l'héritage universel, Madame, Monsieur. Voilà les sujets d'aujourd'hui, évangéliste, pour entrer dans le vif de notre sujet, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre de l'héritage universel? Nous avons quitté de l'héritage en famille, nous avons parlé de l'héritage national, et aujourd'hui, boum, c'est comme ça, c'est l'héritage universel. Pourquoi l'héritage universel? Madame Noëlla, et ça c'est une bonne question que vous posez de la part de nos téléspectateurs. L'héritage, n'oubliez pas, c'est les biens communs, c'est les patrimoines qui peuvent être matériels ou immatériels. Vous les possédez parce que Dieu vous l'a donné pour que vous puissiez les gérer, les développer et les passer aux autres. Vous l'avez en tant que famille, mais il y a des choses qui dépassent votre famille qui sont de l'intérêt national. Et nous devons en prendre, n'est-ce pas, note, mais en être conscient. Mais au-delà de la famille, de la nation, il y a des biens qui sont comme nous appartenons à un Dieu créateur. Et le Dieu créateur, en nous mettant responsable sur cette terre, il nous a donné des choses à gérer, mais d'abord, il nous a donné son image, son amour, qui est extravagant, qui dépasse les limites. Ainsi donc, en tant qu'humains, il y a des biens que nous devons gérer en tenant compte de tout autre humain qui se trouverait sur la surface de la terre. C'est de cela qu'il est question. Donc, nous devons prendre conscience des choses qui sont là, et nous, en tant qu'êtres humains, et des choses qui dépassent les limites géographiques et qui atteignent l'humanité tout entière. Bref, c'est de cela que nous allons parler dans cette émission Héritage universel. Oui, des choses qui dépassent nos limites, qui dépassent notre nation, qui va bien au-delà. Et évangéliste, quels sont en fait ces types de patrimoine universel? Il faut que je fasse un pas en arrière pour dire si dans la famille, dans la nation, il y a probablement des structures, mais aussi au niveau international ou au niveau universel, il y a des structures qui sont supposées gérer ce genre de patrimoine, et notamment UNESCO. Mais l'UNESCO a donc décidé ou décrit un certain nombre d'éléments qui peuvent entrer dans ce qu'on appellerait héritage universel ou patrimoine universel. Et donc, vous me demandez d'en citer quelques types. Oui. Donc, il y a le patrimoine culturel, reconnu par la loi de l'UNESCO ou la définition de l'UNESCO de ce qui entrerait dans le patrimoine universel. Par exemple, des sites historiques. J'avais déjà dans l'émission passée parlant de l'héritage national parlé des éléments tels que la musique congolaise, la rumba, qui est reconnue comme étant non seulement un bien privé du Congolais, mais finalement qui est un bien qui appartient à l'humanité tout entière. Donc, tout ce qui appartient à l'humanité tout entière devient un bien universel. Donc, il y a des traditions qui ont marqué plusieurs nations, et quand ça va au-delà d'une nation, ça devient donc un bien universel. Et vous avez les patrimoines naturels. Vous avez, par exemple, des ressources biologiques, géologiques ou écosystèmes qui soient uniques. Et ces éléments qui ont un caractère unique, qui doivent être protégés, développés et servir à l'humanité tout entière parce que ça a des capacités de servir l'humanité tout entière. Et quand nous parlons de la nature, nous parlons de la forêt tropicale
qui est retrouvée en grande partie en Afrique et au Congo. Et donc cette partie qui fait partie de notre nature, qui fait partie de nos éléments de la nature, décidée par l'UNESCO à devenir un bien plus commun que national, parce que ça doit servir au bien de l'humanité tout entière. Donc, par exemple, je parlais de la forêt qui le devient. Vous avez, par exemple, les parcs, qui sont des aires géographiques qui servent à toute l'humanité. Et vous avez des éléments, nous les Congolais, par exemple, nous avons cet animal appelé okapi. L'okapi, c'est une espèce rare et qui n'est trouvée qu'au Congo, en réalité. En tant que telle, l'humanité tout entière trouve l'unicité, n'est-ce pas, de cet animal et dit « Waouh, ça doit être protégé, ça doit être développé. » Et pour le développer, pour que ça puisse servir plus qu'une nation, ça nécessite alors la protection du niveau international. Et donc, il y a aussi des patrimoines universels qui sont appelés patrimoines mixtes, où il y a la combinaison des richesses naturelles et culturelles. Donc, quand disons, un facteur ou un élément se trouve être dans la combinaison de ce qui est scientifique, qui est culturel, qui est économique, tout dans un seul élément, alors on le protège comme étant un bien ou un patrimoine universel mixte. Vous avez par exemple des pyramides en Égypte, vous avez la ville de Tombouctou au Mali, ça devient des éléments ou des facteurs de patrimoine mixte parce qu'ils contiennent une diversité de facteurs dont l'humanité tout entière a besoin de connaître, de développer et de passer à d'autres générations. Madame Noëlla peut être là de manière ramassée, ce que peuvent être les éléments, n'est-ce pas, constitutifs du patrimoine universel. Voilà, nous rappelons à ceux qui viennent de nous retrouver, qui viennent de se joindre à nous, nous parlons de l'héritage universel. Tout à l'heure, l'évangéliste venait de nous citer quelques types de patrimoine universel. Il y avait le patrimoine culturel, il y avait le patrimoine naturel et il y avait le patrimoine mixte. Et comme dans les précédents types d'héritage, je pense que dans l'héritage universel, on parlera aussi des légataires, des légateurs, de l'héritage universel, puisque je pense que c'est comme ça que ça se suit, hein. Évangéliste, qu'est-ce que vous en dites? Madame Noëlla, la première chose à retenir dans cet aspect des responsabilités, oui, il faut réaliser que quand on parle de patrimoine universel, déjà là, la responsabilité première dépasse l'homme. Donc Dieu devient la référence numéro 1 d'un tel patrimoine, parce que les caractères uniques de ces patrimoines ne viennent pas de la création des hommes, mais ça vient de Dieu lui-même. Donc, Dieu est le légateur numéro 1 de tout ce qui peut s'appeler patrimoine illimité, patrimoine humanitaire, patrimoine ou héritage ultime qui vient de la part de Dieu. Okay. Et ensuite, Madame Noëlla, nous avons aussi les communautés qui ont vécu ou qui vivent dans les lieux où ces biens a été identifié. Par exemple, le Congo devient le légataire de l'héritage Okapi. À ce titre, le légateur, celui qui doit développer, protéger et passer à d'autres générations, ça devient le Congo. Pourquoi le Congo se battrait si quelqu'un vole son Okapi, par exemple? Et donc voilà, et nous avons probablement, après avoir signifié les légateurs, qui doivent être un groupe d'individus dans une communauté nationale où plusieurs groupes d'individus de plusieurs nations deviennent des personnes responsabilisées pour la gestion au quotidien de ce que Dieu donne comme première source, n'est-ce pas, de cet héritage. Les responsabilités à ce niveau-là sont donc universel, c'est que le comportement à gérer ici, c'est un comportement éthique et moral qui répond, n'est-ce pas, aux normes des droits de l'humanité tout entière, pour ne pas parler des droits humains. Vous voyez, Madame Noëlla. Oui. Alors donc, deuxièmement, il y a ce que nous pourrions appeler les légataires, A-I-R-E-S, c'est-à-dire ceux qui reçoivent l'héritage, ceux qui sont les conservateurs de cet héritage qui est appelé héritage universel. Donc, tout le peuple. Voyez, Israël, qui est une nation de Dieu,
Et si la nation Israël est considérée comme étant l'héritage de Dieu aux nations du monde, Dieu devient le premier responsable de cela, mais tous les peuples qui sont impliqués dans la gestion, le développement et la vie de ces peuples deviennent les légataires qui, à leur tour, ont d'abord le respect, le développement et le mécanisme de transmission qu'ils doivent mettre en place. Donc, enfin, des politiques et des lois qui doivent être édictées pour que finalement les biens qui ont été décrétés comme étant un bien universel soient gérés en tant que tels. Nous avons donc là parlé des légateurs et aussi des légateurs. Des légateurs et des légataires, exact. Comme dans nos précédentes émissions. Et évangéliste, on aimerait quand même, après avoir compris le rôle de légataire et légateur, on aimerait un peu comprendre les avantages et les inconvénients d'inscrire les patrimoines nationaux au niveau mondial. D'autres se diront, bon, c'est à nous. Au CAPI, c'est à nous. Quand vous le prenez, c'est une infraction. Notre territoire national, c'est à nous. Lorsque vous le prenez... En fait, pourquoi on doit le ramener au niveau mondial si vraiment c'était pour nous, en fait? Il y a beaucoup d'avantages et beaucoup de raisons pour nous de respecter ce qui est retenu comme étant un bien universel. D'abord, il y a la reconnaissance internationale des valeurs du bien ou du site. Cette reconnaissance-là est très indispensable par rapport aux avantages, n'est-ce pas, qu'un peuple ou une nation reçoit lorsqu'elle est propriétaire d'un bien qui finalement devient un bien universel. Il y a les financements pour le développement et la protection, n'est-ce pas, et la conservation. Et donc, il y a toute la diversité technique dont on a besoin pour le développement ou la gestion de cet élément. Il y a le tourisme qui devient un élément aussi, une source, n'est-ce pas, qui ramène les richesses pour cet élément. Mais il y a aussi, Madame Noëlla, des éléments en termes d'inconvénients. Parce qu'à côté des avantages, il y a aussi des inconvénients. Ouais. Et donc, nous disons en termes d'inconvénients qu'il y a des restrictions sur l'exploitation, n'est-ce pas, économique des ressources autour de l'élément ou du patrimoine qui a été décrété comme étant patrimoine universel. Il y a aussi des obligations de faire des rapports très suivis. Donc, nous ne pouvons pas être propriétaires de l'OCAPI, les gérer avec les fonds que nous recevons pour gérer l'OCAPI, nous bouffons et nous laissons l'OCAPI mourir. Et nous avons donc droit, n'est-ce pas, des rapports très suivis par rapport à ça. Et ça peut être un inconvénient parce que si vous ne donnez pas les rapports et que les autres peuvent gérer ça pour vous, ça devient un problème. Et il y a aussi des risques, n'est-ce pas, de surtourisme. Un site qui est dans votre nation, dès qu'il devient universel, n'importe qui a le droit de venir, bien entendu, dans les normes qui sont édictées, à venir, n'est-ce pas, faire le tourisme à cet endroit. Et à un moment donné, ça peut vous faire déborder les choses et les coûts peuvent être très élevés dans la nation par rapport à l'exploitation, n'est-ce pas, de ces biens qui est un bien universel. Madame Noëlla. Ça, c'était les avantages. Et quelques avantages, je dois dire comme ça, et inconvénients d'inscrire le patrimoine national au niveau mondial. Évangéliste, on aimerait quand même comprendre, avoir quelques exemples du patrimoine mondial de la RDC. Ce que la RDC a pris et a fait peut bénéficier comme ça au monde entier, à l'univers. On peut avoir quelques exemples seulement? Très important, c'est quelques exemples donc donnés à titre indicatif. Oui. Et c'est là non seulement pour la RDC, nous prenons le cas de la RDC parce que nous faisons cette émission à partir de la RDC, mais ceci peut bien inspirer les autres aussi qui nous suivent. Il y a par exemple en RDC 5 éléments qui ont été inscrits, n'est-ce pas, au patrimoine de l'UNESCO. Entre autres, il y a le parc national de Garamba, et là, qu'est-ce que nous y trouvons? Des espèces qui sont menacées comme les rhinos blancs. Et nous avons le parc national de Kaouzi-Biega, qui est aussi un parc qui est inscrit à cause de ces gorilles des montagnes qu'on ne trouve que là-bas. Et aussi, nous avons par exemple le parc national de Salonga, où là-bas nous avons la forêt tropicale, comme nous l'avons dit tout à l'heure, qui protège tout ce que nous avons besoin en termes de l'écosystème et autres. Et enfin, je pourrais peut-être parler de deux autres, donc le parc national de Virunga, mais aussi la réserve de faune à Okapi, qui sont des aires
le patrimoine universel. Voilà, merci beaucoup, évangéliste. On va tout droit, mais bien sûrement, à la fin de notre émission, chacun, j'allais dire, amis téléspectateurs, vous aviez compris la nécessité de comprendre l'héritage universel, pourquoi aujourd'hui l'héritage national pouvait devenir héritage universel, les enjeux, les avantages et inconvénients. Et en conclusion, qu'est-ce que vous allez nous dire, évangéliste, en ce qui concerne l'héritage universel? 2 mots. C'est la prise de conscience de tout un chacun d'entre nous qui a des biens qu'il ne faut pas gérer n'importe comment parce que, en les gérant de n'importe quelle manière, nous pouvons impacter négativement l'humanité tout entière. Prenons donc conscience que nous avons des responsabilités, pas tout simplement à consommer, mais à développer, à gérer et nous préparer intentionnellement à passer ce que le Seigneur nous a donné à des générations d'après nous, à des nations autour de nous bénéficiaires de même patrimoine commun que le Seigneur nous a donné. Merci beaucoup, évangéliste. Avant de nous quitter, on va prier. On va prier parce qu'on aimerait que par cette émission, ceux qui nous suivent puissent être préparés, être à mesure de préparer leur patrimoine national pour que les générations futures en bénéficient. Certes, le dire, c'est peut-être pas quelque chose de facile, mais on croit qu'avec l'aide de Dieu, qui est le légateur dans l'héritage universel, on sera à mesure de le faire. On aimerait prier avec vous de partout où vous nous suivez. Rendez-vous compte que l'héritage universel de Dieu à l'humanité, c'est l'homme à son image. Nous prions, Seigneur, que toi qui es le légateur initial de tout ce que nous avons comme biens matériels et immatériels, nous rendes conscients et élargisse ta grâce à chacun de nous pour que notre façon de gérer le patrimoine commun ne le soit pas en tant qu'égoïste ou en tant que des petits-enfants qui ne connaissent pas la valeur des choses que tu nous donnes, mais que nous ayons la conscience et la crainte de ton nom afin que ce qui appartient à l'humanité soit traité en tant que tel avec le respect qui t'est dû et le respect qui est dû à chacun de nous comme tes héritiers. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Madame, Monsieur, pour aujourd'hui, votre émission du désert à l'oasis, c'est fini. Mes émissions à revoir et à partager sur notre chaîne YouTube African Enterprise DRC, à voir aussi sur Beyond Télévision chaque samedi à 8h et le dimanche à 12h. On se retrouve très prochainement, mais d'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.